Ceci est le troisième et dernier vidéo d'une série dans laquelle on a parlé du livre de la République de Cicéron. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder est celui des genres de vie. C'est un thème commun dans la philosophie antique. Par exemple, Platon en a parlé dans son dialogue Le Gorgias, et Aristote dans l'Éthique à Nicomaque et l'Éthique à Eudème. C'est assez simple à expliquer en quoi ça consiste. Les philosophes veulent répondre à la question quelle est la meilleure manière de vivre ou quel est le meilleur genre de vie. Aristote, dans son Éthique à Eudème, donne les options suivantes. Tout d'abord, il y a le genre de vie des gens qui ne s'interrogent pas sur le bonheur. Ils font juste essayer de travailler, avoir de l'argent, avoir de l'influence, etc. Mais on s'occupe pas d'eux parce qu'ils essaient pas d'atteindre ce qu'il y a de meilleur pour les hommes. Les trois vraies options de genre de vie, c'est 1. La vie philosophique, 2. La vie politique, et 3. La vie de plaisir. Cicéron reprend cette division en trois genres. Les penseurs romains en général, et aussi Cicéron, sont pas très favorables à la vie de plaisir, et donc l'alternative c'est entre la vie philosophique et la vie politique. Pour Cicéron, la vie philosophique, ça consiste en une vie d'étude désintéressée, c'est-à-dire que c'est d'étudier sans autre but que la connaissance elle-même. La vie politique exclut pas de passer du temps à étudier, mais son but est le bien commun. Et c'est dans l'action qu'on s'achemine le mieux vers ce but, tout doit être subordonné à ça. Donc le plan pour aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver dans la République c'est quoi le choix de Cicéron entre ces deux genres de vie. Dès le début de la République, on en parle, mais ici, on va se concentrer surtout sur la fin du sixième livre, parce que c'est la seule partie dont on n'a pas encore parlé. Et quand je parle de la fin du sixième livre, je parle du songe de Scipion. Le songe de Scipion a survécu dans une tradition manuscrite différente du reste de l'œuvre, par le commentaire d'un philosophe néoplatonicien nommé Macrobe, à ne pas confondre avec son frère Microbe. Donc cette partie de l'œuvre n'a jamais été perdue, et parmi ce que Cicéron a écrit, c'est une des pièces les plus fameuses. Comme en d'autres endroits dans la République, c'est une imitation de Platon, qui lui aussi place un récit un peu plus narratif, un peu plus mystique, à la fin de sa République, le mythe de R. Donc, dans le sixième livre, Scipion raconte que, quand il était en Afrique durant la Troisième Guerre punique, il a été visité en rêve par son grand-père adoptif, Scipion l'Africain, qu'on va appeler ici le Vieux, pour le différencier du jeune Scipion, qui lui aussi était surnommé l'Africain. Donc, le Vieux prophétise à Scipion ses futures réussites militaires et politiques, et lui explique que de tout ce qui arrive sur Terre, ce que les dieux aiment le plus, c'est les cités et les États bien gouvernés. C'est pour ça qu'après la mort, ceux qui ont bien servi leur patrie vont recevoir en récompense une éternité de contemplation des merveilles de l'au-delà, et c'est ça la vraie vie. Après ça, le père de Scipion, Paul-Émile, apparaît. Scipion lui demande d'abord, si la vraie vie commence après la mort, pourquoi pas se tuer tout de suite? Son père lui répond que les hommes ont été faits pour être les gardiens de la terre et qu'ils doivent attendre que les dieux les délivrent de leur mission avant de partir. L'inspiration ici est stoïcienne. Les hommes ont des devoirs et un rôle qu'ils doivent jouer jusqu'au bout, même si, ultimement, la vie sur Terre n'est pas importante. Le père de Scipion continue à montrer à Scipion que servir sa patrie et jouer son rôle est nécessaire. Il faut être juste envers sa famille, mais surtout envers sa patrie. Jusqu'ici, la priorité est clairement donnée à la vie politique. Mais ça change ensuite. Le vieux dit à Scipion de laisser faire les choses terrestres et de se concentrer sur la contemplation du ciel, des orbites et sur la musique des sphères. Il continue en rappelant la petitesse de la terre, que la gloire ne dure pas et qu'il y a juste la vertu qui doit motiver les actions d'un homme bon. La réponse de Scipion est intéressante pour notre discussion des genres de vie. Eh bien, dis-je, Africain, puisque s'ouvre devant les hommes qui ont bien mérité de la patrie comme un chemin pour entrer dans le ciel, encore que je n'ai pas fait défaut à votre gloire en suivant depuis mon enfance les traces de mon père et les tiennes, maintenant qu'une si grande récompense m'est promise, je serai bien plus vigilant dans mon effort. Dans ce passage-là, Scipion montre ses deux sources de motivation. Il dédiait déjà sa vie à la patrie, grâce à la tradition et aux mœurs romaines dans lesquelles il a été élevé. La deuxième source de motivation qui vient s'ajouter à ça, c'est la tradition scientifique et philosophique grecque qui se présente sous la forme d'une éternité de contemplation. On voit le mélange que Cicéron fait. C'est le vieux Scipion, un héros romain qui explique tout ça. Par contre, le vieux puise dans des sources philosophiques pythagoriciennes, stoïciennes et aussi platoniciennes pour convaincre Scipion de pratiquer une vie vertueuse au service de la patrie. Mais il reste un problème. Si la motivation pour vivre une vie politique et patriotique, c'est qu'après la mort on reçoit comme récompense une vie de contemplation,
Pourquoi pas simplifier les choses et directement vivre sur Terre une vie philosophique? Une réponse serait de dire que c'est grâce à la participation politique que la paix et la vie civique sont maintenues, et ça, c'est des ingrédients nécessaires à une vie philosophique. Par contre, si on donne une trop grande importance à la vie politique, ça amène l'ambition et un manque de sens critique qui crée du désordre dans l'État. Donc, c'est pour ça que Cicéron doit mettre un frein à cette ambition, en plaçant la vie philosophique au-dessus de la vie politique et en mettant l'accent sur la petitesse des choses humaines, dans le but d'inculquer un sens critique à ses lecteurs. Mais la question de Scipion qu'on a évoquée plus tôt reste. Si les choses terrestres sont si vaines que ça, et que la vie politique est sans valeur, pourquoi y rester? La réponse des stoïciens, c'est de dire que faire de la politique et travailler au bien de la patrie, c'est reproduire à petite échelle l'ordre de l'univers et donc veiller à l'ordre du monde. C'était le compromis des stoïciens romains qui ont vécu après Cicéron, comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle. Marc Aurèle, par exemple, était un empereur. Il devait être conscient du contraste entre le fait que les choses humaines n'ont pas d'importance et ses responsabilités en tant qu'empereur. Mais le bon stoïcien accepte le destin dans sa généralité, mais également dans ses particularités, et ça veut dire accepter les devoirs qui nous incombent dans la société dans laquelle on vit et le rôle dans lequel on est né. En résumé, pour les stoïciens, la vie politique a peu ou aucune valeur en tant qu'elle est une activité humaine, mais elle est de très grande valeur en tant qu'elle imite le gouvernement de l'univers par les dieux. Ça, c'est la réponse des stoïciens. Mais pour revenir à notre sujet, quel genre de vie Cicéron favorise dans la République? La vie philosophique ou la vie politique? C'est assez ambigu, comme vous avez pu le remarquer. Dans la République, Cicéron donne généralement l'avantage à la vie politique, mais en accordant assez de valeur à la vie philosophique pour la donner en récompense dans le paradis de Scipion. Il appuie généralement la pensée stoïcienne sur ce sujet, mais il ne va jamais jusqu'à dire que la vie politique n'a pas de valeur en elle-même. En tant que Romain, ses réflexions philosophiques et politiques se font dans le mode de pensée romain, qui est pragmatique et patriotique, et il ne peut pas se défaire complètement de ça. Pour terminer, on peut remarquer que dans sa vie, on retrouve la même ambiguïté envers la philosophie que dans ses écrits. On sait grâce à des lettres qu'il a envoyées tout au long de sa vie et qui ont survécu jusqu'à nos jours, qu'il a considéré de mener une vie de philosophe quand il était jeune et a même été suivre des cours à Athènes. Mais il a finalement pris la voie de la politique et est resté très impliqué dans la vie politique de la République romaine tant qu'il a pu. Et quand ça n'a plus été possible pour lui de faire de la politique, à cause des circonstances tumultueuses de la fin de la République, il s'est mis à écrire des livres philosophiques. Mais même quand il a été forcé par les circonstances à abandonner la vie politique, il considérait ses écrits philosophiques comme un service rendu à la patrie, donc faisant partie de la vie politique. Et c'est pour ça que Cicéron a transposé la philosophie dans son milieu et à son époque, en écrivant en latin et en adaptant l'idéal philosophique au monde romain. Le résultat, c'est un compromis qu'on a pu remarquer lors de notre discussion sur la méthode historique dans le deuxième livre. Cicéron aspire à une philosophie qui décrit suffisamment la réalité, qui est suffisamment romaine pour motiver un amour de la patrie et pour motiver à l'action. D'un autre côté, il aspire à une philosophie assez critique pour s'acheminer vers un idéal. C'est ça le compromis de la philosophie de Cicéron. Quant à savoir si c'est satisfaisant, je vous laisse en juger. C'est ce qui clôt notre série de vidéos sur la République de Cicéron. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine.